Donc, je vais vous parler d'un domaine. Donc, nous, au lieu de se concentrer sur une échelle, en fait, on va essayer de balayer beaucoup d'échelles, hein. Donc, évidemment, il y a des approximations là-dedans. Donc, c'est un travail en fait qu'on fait donc, depuis pas mal d'années là, ce que je vous présente, c'est un article qu'on a publié, enfin qu'on a écrit pour la retraite de Pierre Germini, là, qui va dans le compte rendu de mécanique. Donc, en fait, c'est des collègues de l'UMET à Lille, donc Patrick Cordier, Philippe Carrez et puis Sébastien Ritterbeck, qui est en thèse avec eux au laboratoire. Donc, il y a Catel Dorien et puis moi, là, au PIM, et puis Hervé Moulinec au LMA à Marseille. Voilà. Donc, en fait, on essaie, donc ça se passe dans le sens de la Terre, et l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le manteau terrestre, donc c'est entre 40 et 2900 km de profondeur, en termes de rhéologie. Voilà, et donc pour ça, vous allez voir, on essaie de coupler les échelles, parce qu'évidemment, il y a des pressions de température qui sont extrêmes, des vitesses de déformation qui sont vraiment ridiculement petites, et donc voilà, on essaie de coupler des échelles pour essayer d'avoir quelques informations sur ce qui se passe sous nos pieds, voilà, quelques centaines de kilomètres sous terre. Voilà, donc en fait, le but à long terme, c'est d'essayer d'apporter pas de répondre aux questions, mais d'apporter des informations sur la structure de la Terre en profondeur. Donc, pour rappel, la Terre, donc c'est une boule, il y a la graine au centre en fait, qui est solide. Après, vous avez le noyau qui est liquide ici, là. Et ensuite le manteau. Donc, on va s'intéresser au manteau qui est solide. Hein, c'est entre 2900 km de profondeur et puis sous la croûte, quelques dizaines de kilomètres là. Voilà, et donc là-dedans, pour évacuer la chaleur qu'il y a au centre de la Terre, autour de 6000 degrés, en fait, il y a de la convection. Voilà, et donc cette convection, elle est responsable de la tectonique des plaques, hein, qu'on voit nous. Donc, les vitesses des plaques tectoniques, c'est quelques centimètres par an, c'est tout petit. Donc, les vitesses de déplacement du manteau, des minéraux dans le manteau, c'est aussi de l'ordre de quelques centimètres par an. Et donc, c'est une convection, mais ce n'est pas l'eau que vous mettez qui bout dans la casserole, hein, pour faire une boucle de convection. L'échelle de temps, c'est plutôt l'ordre de la million d'années. Voilà, donc on essaie de comprendre. Donc, c'est des matériaux solides qui se déforment sous haute pression, température et très faible vitesse. Et donc, c'est une très grande déformation plastique. Et donc, il y a la microstructure qui intervient. Donc, on essaie de connaître la rhéologie, et puis la viscosité, et puis l'évolution de microstructure. Bon, alors ça, c'est un peu le but à long terme. Donc, quels sont les outils, en fait? Qu'est-ce qu'on connaît sur le système, en fait? Ce qu'on connaît maintenant très bien, c'est la vitesse des plaques tectoniques. Donc, vous avez une image ici qui vient de Thorstein Becker, là, on va faire des calculs là-dessus. Donc, ça fait des conditions limites, en fait. À minima, c'est ce qu'on doit reproduire, parce que c'est des choses qu'on mesure bien. Puis, vous avez ici tous les séismes qui apparaissent aux frontières des plaques, là. Ça, voilà, ça, on le connaît bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi comme information? C'est les informations qui proviennent de la tomographie sismique. Hein, quand vous avez un séisme qui apparaît ici, par exemple en Californie, ce séisme, s'il est assez fort, il va être enregistré sur tous les sismomètres qui sont présents sur la Terre. Et puis, à partir de ça, il y a des gens très bien qui font de l'inversion sismique pour essayer de remonter aux densités, aux vitesses de propagation, direction de propagation et à toutes les discontinuités qu'il y a dans la Terre. Et même quelques paramètres sur l'anisotropie sismique, donc qui est liée à la microstructure du matériau en présence. Voilà. Donc ça, c'est un peu finalement les données qu'on a. Et avec ça, il faut se débrouiller. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'avec les données sismiques, en fait, c'est que il y a une certaine anisotropie qui apparaît, une anisotropie élastique, qui va être associée à des textures cristallographiques dans le matériau, en général. Voilà, c'est comme ça qu'on associe. On sait qu'il y a des grandes déformations plastiques associées à la convection. Voilà. On sait aussi qu'il y a évidemment, le roche se déforme, donc il y a des mécanismes physiques de déformation. Alors là, je vais surtout parler de glissement de dislocation, mais il y a d'autres procédés qu'on imagine attractifs, comme la montée, Marc en a parlé un peu tout à l'heure. Peut-être du glissement en joint de grain, puis peut-être de la diffusion. Voilà, mais ça, c'est pas très bien, on ne sait pas trop en fait. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont pas mal balayées dans la littérature. Et nous, ce qu'on rajoute là-dessus, en fait, c'est toutes les propriétés viscoplastiques. Hein, donc, en fait, c'est du fluage. Hein, voilà, c'est du fluage tellement les temps sont longs. Et on va essayer de relier, en fait, les propriétés, donc le contrainte d'écoulement, aux évolutions microstructurales. Et puis, surtout ici, je vais surtout parler de lien avec les défauts, donc notamment les dislocations présentes dans ce matériau. Voilà, pour essayer de boucler un peu la boucle. Voilà. Voilà, donc je vais parler aujourd'hui, donc on avait fait un travail sur l'olivine il y a quelques années, donc là je vais parler de ce qu'on appelle la zone de transition. Donc vous avez ici un diagramme de phase, hein, de la Terre avec la température en bas, à gauche c'est la pression, voilà, puis en droite c'est la profondeur, c'est ça. Donc la zone de transition c'est entre 410 et 660 km de profondeur,
Et ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, c'est une zone dans laquelle il y a une transition de phase. Donc, il y a une transition de phase à 410 km, puis une autre à 660, et puis une au milieu. Là. Et en fait, on observe, quand on regarde les vitesses de propagation des ondes sismiques, en fait, des discontinuités dans ces vitesses. Donc, en fait, c'est que l'olivine en fait, se transforme en wattesléite. Voilà. Donc, l'olivine, c'est ce petit minéral vert, là, on en fait des colliers des fois. En wattesléite, il y a une petite image en dessous, et puis ensuite en rigoudites. Donc, l'olivine, c'est une structure orthorhombique, la wattesléite aussi, puis la ringoudite, elle est cubique. Alors, on va s'intéresser surtout à la wattesléite, d'ailleurs essentiellement à la wattesléite ici. Alors, donc, vous voyez, c'est dans des domaines de température, c'est autour de 1700 degrés. Les domaines de pression, in situ, c'est de l'ordre de 15-20 gigapascales. Donc ça, on sait reproduire en laboratoire avec des enclumes diamants, ça, on sait assez bien. Par contre, les vitesses de déformation in situ, c'est de l'ordre de 10-16 par seconde. Donc ça, on est très très loin des vitesses de laboratoire qui sont plutôt de l'ordre de, quand on fait une essai mécanique, qui sont de l'ordre de 10-4, 10-4, 10-5 par seconde. Donc il faut, la difficulté, la grosse difficulté, je ne vais pas le faire ici, mais c'est d'arriver à extrapoler les conditions de laboratoire sur 10 ordres de grandeur. Donc ça, on ne sait pas faire. Ça rejoint un peu les problématiques de stockage des déchets nucléaires où il faut extrapoler sur 100 000 ans des choses qu'on mesure à l'échelle de l'année. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Alors pour s'en sortir, en fait, on essaie de faire des modèles de transition d'échelle et des calculs sur cette phase. Voilà, donc ce qu'on va essayer de faire, donc moi je vais essayer de passer des structures de défaut, donc qui a été calculée par, c'est pas une spécialité, c'est celle de l'UMET, le groupe de Patrick Cordier à Lille. La structure des défauts, donc notamment les dislocations, et je vais passer directement au comportement effectif d'un polycristal. Et vous allez voir que je vais largement sauter toute l'étape intermédiaire, là, qui est le comportement collectif des défauts, donc ça présente une marque, en fait, tout ce qui est interaction entre dislocations, etc. Finalement, c'est quelque chose qu'on a complètement mis sous le tapis, qu'il faudrait certainement prendre en compte. Et les échelles à l'échelle supérieure, enfin, l'implication sur l'écoulement dans le manteau, j'en parlerai pas ici. Voilà, donc en fait, la première, donc, dont on a besoin, donc on passe donc voilà, on est dans ces gammes de pression et de température qui sont quand même compliquées. Hein. Voilà, et puis ce qu'on espère, c'est avoir des informations sur ce qui se passe de très très faible vitesse. Donc pour ça, le parti pris du groupe de Patrick Cordier à Lille, c'est de partir sur une approche calculatoire en fait, et d'essayer de calculer les structures de dislocation à ces conditions-là. Donc ils sont partis sur un modèle qu'on appelle Pearce-Nabarro-Galerkin. Hein. Donc en fait, c'est un modèle, une extension de modèle de Pearce-Nabarro étendu à des dislocations, des cœurs de dislocation non coplanaires, hein, des structures 3D de cœur, dont une dislocation dissociée. Donc en fait, il s'agit de minimiser une énergie élastique en fait, qui est composée d'un terme élastique en fait, puis un terme de surface. Donc ce qu'on fait, c'est quand on dit qu'on a une boîte comme ça, on met une dislocation dedans. Et donc quand on met cette dislocation en fait, avec un vecteur de Burgers ici, il va y avoir un champ de déformation élastique ici, donc il y a ce terme-là, donc le gradient de la déformation moins ce terme-là qui est donc epsilon 0, c'est la déformation associée à la présence de la dislocation. Et puis eta, en fait, c'est le déplacement, le saut de déplacement entre les deux côtés du plan ici. Donc il passe de 0 au niveau du cœur de la dislocation jusqu'à 1 loin de la dislocation. Ce état, on ne le connaît pas au départ. Hein. Et puis on va créer une surface ici, donc, parce qu'on a fait glisser un demi-cristal, une surface sur l'autre ici. Et donc il y a une énergie de surface associée au déplacement. Voilà, donc c'est ça qu'il faut résoudre. Donc c'est la spécialité muette. Moi je fais juste, j'essaie d'expliquer ce qu'ils font, j'essaie de comprendre aussi. Donc on a besoin pour ça des modules élastiques, alors en pression, en température. Donc pour ça, on fait des calculs ab initio. C'est assez classique. On a besoin de calculer l'énergie de surface associée à ce glissement. Hein. Et donc pour ça, ils font des calculs de ce qu'on appelle de gamma surface. Donc on prend deux demi-cristaux ici, rigides. On les fait glisser les uns sur les autres dans plusieurs directions cristallographiques qui sont illustrées en dessous. Et pour chaque configuration, en fait, on peut calculer l'énergie de la structure associée à ça. Donc on en déduit comme ça ce qu'on appelle la gamma surface, et ce profil énergétique, là, ce paysage énergétique, qui permet d'en déduire la stabilité et les dissociations des dislocations dans les plans de glissement. Voilà, donc ça c'est pour la ringoudite. Voilà, donc à partir de... et ensuite, donc, une fois qu'on a donc, cette énergie de surface, on rentre cette équation-là dans un code de type élément fini, puis on va essayer de retrouver le saut de déplacement état là, pour minimiser l'énergie totale.
Et donc, au final, par exemple, dans la Wadsleith, donc ce qu'ils observent, donc ça c'est un papier de Sébastien Ritterbeck, c'est en 2016, ils observent en fait donc la structure de cœur de la dislocation. Vous avez en trait pointillé ici, donc en fonction de la distance. Hein. Vous voyez qu'il y a les deux partiels qui apparaissent ici, donc avec une distance entre les partiels qui est de l'ordre de la quarantaine d'Angstrom. Et puis S, en fait, c'est ce paramètre, ce qui est appelé état dans le slide d'avant, qui est en fait le déplacement voilà, entre les deux demi-cristaux. Voilà, donc on arrive à obtenir comme ça des structures de cœur de dislocation. On peut faire ça donc, notamment en température, en pression, en fonction donc, des paramètres uniquement donc, à partir des paramètres de structure en fait, du cristal. Donc à partir de ces choses-là, on peut en tirer les contraintes de Pyers, donc qui est la résistance du réseau à 0K, à partir donc, des dérivés donc, de ce paysage énergétique. Et donc, ce qu'a fait Sébastien Ritterbeck dans sa thèse, c'est qu'il a rajouté à ça l'activation thermique, en fait, donc ils sont beaucoup attachés. Alors, je vais essayer d'expliquer encore ce que j'ai compris. C'est en fait, donc, il donc, une dislocation avec deux partiels, ici une faute d'empilement ici qui est grisée. Et donc, ce qu'il dit, c'est que pour que la dislocation glisse, en fait, donc, il y a des doubles décrochements qui apparaissent sur chacune des partiels. Et donc, ces doubles décrochements peuvent être faits de manière corrélée ou non corrélée. Entre les partiels. Et donc, voilà, donc il a calculé donc, le bilan énergétique de tout ça. Et il en déduit donc une enthalpie critique en fait, pour pouvoir bouger ces dislocations. Voilà, donc à partir de ça, il en déduit donc des vitesses de dislocation. Donc vous avez ici la partie double décrochement, la formation de double décrochement. Un terme ici qui va dépendre donc, du nombre de points à laquelle donc, la nucléation donc, peut arriver, des fréquences de saut, et puis la fréquence depuis la période du réseau. Voilà. On combine ça avec l'équation de Rovan, et puis ensuite donc, on peut en tirer donc, des lois de comportement. Donc, pour moi, en tant que mécanicien, plus à l'échelle supérieure, c'est ça la base. Des lois de comportement donc, qui ressemblent un peu à ce qu'a présenté Marc tout à l'heure, avec un terme exponentiel, une activation thermique, qui va dépendre de la densité de dislocation, qui vient de la loi de Rovan. Et alors, il y a deux lois différentes selon que les doubles décrochements sont corrélés ou non corrélés, c'est les indices C. Voilà, donc ça, c'est des lois voilà, donc a priori, donc la base, c'est vraiment la structure des dislocations qui sont calculées par ces calculs. Donc ces lois-là, donc voilà, donc ce qu'on a fait, c'est donc ça a été calculé pour la Wadsleith, donc je reviens un peu dessus, donc le Wadsleith, en fait, c'est un minéral donc entre 410 et 520 km de profondeur. Donc ça a été nommé d'après M. Wadsleith, j'ai retrouvé la figure, la photo là, voilà. Pour mémoire. Donc, c'est Mg2SiO4, donc c'est une structure orthorhombique. J'ai mis aussi la structure cristallographique ici. Donc, en fait, on fait de la plasticité cristalline. Alors, ce qui est intéressant dans ces minéraux, c'est qu'il y a, à cause des symétries, des faibles symétries cristallines, en fait, il y a très peu de systèmes de glissement possibles. Dans la Wadsleith, en fait, donc ce qu'a calculé Sébastien et Patrick et Philippe à Lille, en fait, c'est qu'il n'y a que 5 systèmes de glissement faciles, entre guillemets. Vous allez voir qu'en fait, il ne reste que 4. Donc, c'est des glissements sur les plans 1, 0, 1. Donc, c'est les deux plans que j'ai marqués ici. Alors, dans la structure orthorhombique, 1, 0, 1 et 1, 0 ne sont pas des plans équivalents. Donc, par contre, il y a 1, 0, 1 et 1, 0, moins 1, sont ces deux plans jaunes ici. Et dans ces plans, dans chacun des plans, il n'y a que deux directions de type 1, 1, 1. Donc, voilà. Donc, vous avez les 4 plans, les 4 directions de glissement, les 4 systèmes de glissement, voilà, sur ce plan-là, ceux qui sont indiqués là. Et puis, il y a un autre système de glissement, c'est sur le plan 0, 1, 0 ici, voilà, et dans la direction 1, 0, 0. Donc ça fait un système de plus. Voilà, donc vous avez ces 5 systèmes de glissement là. Et en fait, quand on regarde en fait, les composantes de déformation qu'ils peuvent générer, en fait, on se rend compte qu'il n'y a que 4 systèmes qui sont indépendants. Et donc, en fait, normalement, il faut 6. Il faut remplir, il faut être capable, quand on bouge les dislocations, il faut être capable de normalement remplir un tenseur de déformation. Donc, normalement, il y a 6 composantes indépendantes, sauf que la plasticité incompressible, donc une trace égale à 0, donc il ne reste que 5 composantes indépendantes. Et là, en fait, ce qui est impossible, c'est de déformer le cristal selon donc d'avoir une déformation axiale selon la direction B, qui est en fait la grande direction ici. Voilà. Donc le cristal est indéformable en fait de manière axiale dans la direction B. Voilà, donc on n'a que 4 systèmes de glissement indépendants à l'échelle des grains, et c'est avec ça qu'il faut arriver à faire la plasticité cristalline à l'échelle du polycristal. Donc voilà, on est extrêmement anisotrope, en fait, pour résumer, sur les propriétés viscoplastiques.
Donc, alors, ces lois exponentielles, là, en fait, bon, bah, c'est très bien. Alors, donc, on va faire des changements d'échelle pour passer à l'échelle du polycristal avec ça. Et alors, en fait, nous, on a plus l'habitude de travailler avec des lois puissance qui sont en fait voilà, des choses approximées par rapport à ces lois exponentielles. Donc, pour ne pas modifier tous les codes qu'on avait, en fait, on a commencé à voir si on ne pouvait pas fitter une loi puissance, donc une loi de cette forme-là, sur les lois exponentielles. Donc, les lois puissance, simplement, vous avez une vitesse de glissement, des dislocations dans leur plan. Ils sont proportionnels, donc taux gamma.0, c'est une vitesse de référence. À taux sur taux 0, donc taux, c'est la scission résolue, on parlait de Marc tout à l'heure, et taux 0, c'est une scission de référence, voilà, qui va exprimer la viscosité, d'une certaine manière, du système de glissement. Alors, gamma.0, nous, on l'a fixé là, ici, donc on l'a pris à 10-5 par seconde, parce qu'en fait, ce que je veux vous montrer, c'est des comparaisons avec des expériences de laboratoire qui ont été faites à 10-5 par seconde. Et donc, on a rentré les paramètres en fait, de la loi de comportement qui a été calculée, que je montrais avant, donc Sébastien Ritterbeck s'est calculé pour 15 gigapascal et une densité de disloc de 10 puissance 12 par mètre carré, parce qu'on pense que c'est des 10 puissance 12, et on pense que c'est des densités représentatives des échantillons qui ont été déformés en laboratoire. Voilà. Donc, quand on regarde ce que vous avez ici, c'est quand on se place à une vitesse de glissement de 10-5 par seconde, donc à différentes contraintes, en fait, ici, voilà. C'est la superposition entre la loi exponentielle que vous avez en pointillé derrière, on ne la voit pas très bien, en fait. Non, pardon, c'est les traits de couleur rouge et bleu, là. Ça, c'est la loi exponentielle que je vous ai montré 2 slides avant. Et le fit, en fait, l'approximation par une loi puissance, c'est les traits pointillés qu'on voit à peine, en fait, parce que le rouge est quasiment confondu avec voilà, les traits pointillés rouges sont quasiment confondus. Et vous voyez une légère différence ici au niveau du plan du système 0,1,0. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, quand on se place donc, au voisinage d'une certaine vitesse de glissement, en fait, la loi puissance, en fait, qui est très, très fréquemment utilisée en plasticité cristalline, en fait, reproduit quand même très bien, en tout cas dans ce cas-là, les lois à base physique, on va dire, type exponentielle. Donc, on est parti de ça, et puis donc, ça nous permet de retrouver en fait, des paramètres assez classiques comme l'exposant n, qui est l'exposant des contraintes, la sensibilité à la contrainte, et puis taux 0 qui va exprimer en fait, la résistance du système de glissement voilà, au glissement. Et donc, on a fait ces calculs pour donc, ces paramètres n et taux 0 pour différentes températures. Et donc, vous voyez que donc, ce qui apparaît, c'est que le système 0, 1, 0, qui est ici en bleu, en fait, donc c'est là où il n'y a qu'un seul système, est beaucoup plus dur à activer que le système 1,0,1. Il y a pratiquement un facteur quelque chose comme 2, 2,5 entre les deux contraintes d'écoulement ici. Et aussi que malgré les températures, en fait, les calculs ab initio donnent des sensibilités à la contrainte extrêmement forts, des N entre 15 et 80. Voilà. Donc on est presque en plasticité à froid pour les métaux. Voilà, donc on est très non linéaire, très anisotrope et avec très peu, voilà, parce qu'on a très peu de système de glissement. Donc, ce qu'on a fait, on a mis ça dans des codes de FFT. Alors, Marc en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on peut faire des structures de Voronoi, en fait, pour avoir un agrégat polycristallin. Pardon. Et donc, alors, je vous rappelle dans 2 secondes comment ça marche. Hein. Donc, vous avez la difficulté, c'est d'avoir donc, vous avez un polycristal. Alors, je vais expliquer dans le cas élastique. Puis, en fait, en plasticité, c'est pareil. Donc, imaginez que vous avez un polycristal élastique avec un module élastique C dans chaque grain. Vous avez une loi de comportement local qui est la contrainte égale à C fois epsilon, la déformation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème élastique hétérogène, parce que le C est hétérogène dans la microstructure, il va dépendre de l'orientation des grains. Et on transforme ce problème-là en un problème d'élasticité homogène avec précontrainte ou polarisation. Hein, l'équation de départ, on rajoute et on soustrait C0 epsilon. Donc, plus C0 epsilon ici, moins C0 epsilon. Donc on a un changé de problème. Simplement, on a un problème avec une élasticité qui est homogène, c'est 0, voilà, qu'on ne connaît pas, enfin un nom qu'on choisit. Et puis un champ de polarisation, voilà, qu'on ne connaît pas, voilà, c'est celui-là qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, on n'a rien résolu là, mais simplement, on a simplifié un peu la chose, parce qu'en fait, la solution de ce problème-là, en fait, on sait que c'est une convolution entre le tenseur de Green qui est associé au milieu C0. Donc ça, on connaît des solutions analytiques, enfin, des expressions analytiques pour ça. Plus ce champ de précontrainte, ici taux. Donc en fait, c'est ça qu'on cherche. Une fois qu'on a taux, on peut calculer le sigma.
Voilà, et donc comme c'est une convolution, donc, pardon, excusez-moi, donc en fait, c'est pour ça que c'est technique spectrale. En fait, on passe dans l'espace de Fourier. Le produit de convolution se transforme en produit direct avec les puissances de calcul des transforms de Fourier. Il y a des algorithmes simples, type point fixe, en fait, qui permettent de boucler, et donc les montrer qui convergent bien vers la bonne solution. Et on trouve comme ça le taux. Alors ça, c'est dans le cas de l'élasticité. Dans le cas de la viscoplasticité, c'est pareil. Simplement, on a un petit point sur l'epsilon ici. Donc, c'est un epsilon point. Et le C, c'est plus une constante élastique, mais c'est des tenseurs de rigidité visqueuse. Mais le principe est exactement le même. Voilà, donc la seule limitation de la technique, en fait, c'est que c'est comme on utilise transformé de Fourier, c'est qu'on est limité à des conditions limites périodiques. Et donc, c'est pour ça que souvent, on travaille sur des microstructures périodiques, hein, comme il y a ici, par exemple. Voilà, donc on a appliqué ça à la VADSLIT. Donc, on a rentré dans ce code FFT, en fait, donc c'est celui du LMA de Marseille. La loi de comportement pour la VADSLIT avec les 5 systèmes de glissement dont je vous ai parlé tout à l'heure. On sait que la loi de comportement effective a cette forme-là. Donc gamma.0, c'est toujours le même, c'est 10.5. Et donc, on va calculer comme ça une contrainte d'écoulement lorsqu'on déforme le matériau à 10.5 par seconde. Voilà, donc on génère des microstructures avec 1000 grains, on discrétise ça en 256 au cube voxel. On a pris des orientations cristallographiques aléatoires, enfin presque aléatoires, selon des séquences de Sobol qui pavent l'espace de l'orientation de manière optimum. Et donc, on se rend compte que le calcul sur une microstructure, en fait, c'est pas assez statistique, parce qu'en fait, chaque orientation n'est représentée qu'une seule fois. Et donc, en fait, dans ce cas-là, on a fait 10 microstructures aléatoires. Donc, on garde chaque fois les mêmes 1000 orientations de grains, mais ces grains sont mélangés de manière différente et ont des formes différentes dans les 10 microstructures. Donc, comme ça permet de faire une statistique. Et donc, on peut comme ça calculer que l'écart type, donc l'erreur qu'on a au final sur les propriétés effectives, le sigma 0t, c'est de l'ordre de 0,1% avec ces calculs-là. Voilà, et donc on a fait des calculs à 10-5 par seconde, 15 GPa, et donc voilà, donc ce qu'on obtient, c'est qu'en fait, ce que j'ai écrit en dessous, en fait, c'est que le système sur le plan 0,1,0, en fait, il ne s'active pas du tout, il est 0, 10 moins quelque chose, vraiment 0. Donc en fait, ce système-là, il ne sert à rien. Donc il ne reste plus que les 4 systèmes sur les plans 1, 0, 1 qui s'activent. Donc on montre comme ça que alors voilà, je vais revenir ici sur la figure. Donc vous avez en fonction de la température, la contrainte d'écoulement qu'on obtient. Donc c'est les triangles rouges. On a fait quelques calculs par FFT. Voilà, donc on a comparé ça. Il y a quelques données expérimentales disponibles en fait, donc dans ces conditions-là, qui sont listées ici. Vous voyez qu'on arrive à reproduire vraiment très bien. Évidemment, il y a pas mal d'incertitudes dans ce qu'on fait. Je suis content d'avoir l'ordre de grandeur les données expérimentales, surtout dans ces gammes de température autour de 1500 à 2000 degrés. Voilà, donc c'est-à-dire en faisant toutes ces transitions d'échelle-là, depuis finalement l'échelle de la structure de cœur de dissipation jusqu'au calcul polycristallin, on arrive à produire des données expérimentales dans des conditions assez compliquées. Voilà, donc on montre que finalement on peut déformer le polycristal avec simplement 4 systèmes de glissement indépendants. Ça, on l'avait déjà montré dans l'olivine, dans le GMPS avec Fabrice Detrey. Et puis donc on a un excellent accord avec les données expérimentales. Voilà. Alors les calculs plein champ là, par FFT, en fait c'est bien parce que ça permet d'aller voir un peu ce qui se passe dans le matériau quand on le déforme. Donc on peut très facilement, donc on a toute l'information sur les champs de contrainte, les champs de vitesse de déformation. Donc c'est ce que vous avez comme cartographie ici. Donc vous voyez, vous avez des microstructures, donc c'est des coupes de la structure 3D. On a des grains ici qui sont, donc les joints de grains sont en noir. On retrouve une certaine hétérogénéité des deux côtés. Donc c'est normalisé par les valeurs effectives. Donc, vous voyez, les contraintes varient de 0 à 5 fois la contrainte effective, et pareil pour les vitesses de déformation. On a l'impression qu'il y a beaucoup de localisation au niveau de joints de grains, mais on va y revenir après. Et on a donc cette distribution de contraintes ici équivalentes, de vitesses de déformation équivalentes. Donc, vous voyez, c'est un peu chahuté là, c'est bon, c'est un résultat, on a vérifié, il y a bien ces pics qui apparaissent. Et puis c'est longue queue qui montre qu'il y a quand même des endroits où la contrainte est très supérieure à la contrainte effective. Pareil pour la vitesse de déformation. Alors en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai tracé des petites ellipses en blanc. En fait, c'est compliqué, c'est interpréter ces champs qu'on voit. Là. Parce qu'en fait, si on regarde de plus près, on voit qu'il y a des endroits, par exemple en bas, là, en bas à droite, où vous avez une zone dans laquelle les contraintes sont finalement assez faibles, sont moyennes. Les vitesses de déformation sont maximales.
Et puis, si vous regardez en haut à gauche, vous avez un endroit où les contraintes sont maximales et puis les vitesses d'information sont très faibles. Et puis, vous avez des endroits où, au milieu, là, vous avez à la fois des fortes contraintes et puis fortes vitesses d'information. Voilà, donc c'est-à-dire que voilà, la correspondance, ça c'est lié au fait que la loi de comportement est extrêmement isotrope. Et donc, quand on regarde comme ça avec des valeurs un peu moyennes d'équivalent, ben c'est voilà, le rapport entre contraintes et déformation, ben c'est pas si simple que ça. Donc, c'est difficile d'avoir une vision un peu de ce qui se passe dans le matériau, juste avec ces cartographies-là. Donc, la question qu'on s'est demandé, c'est quel était l'effet des joints de grains là-dedans. Donc, on a pris, donc c'est surtout Catel, ma collègue Catel Derrien, qui a passé beaucoup de temps à regarder grain par grain voilà, comment se distribuer les contraintes dans les grains en fonction de la distance au joint de grain le plus proche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a facilement accès par FFT, parce que la microstructure est simple. Donc elle a tracé, alors elle a pris deux grains vraiment représentatifs d'observation plus générale. Le grain donc, numéro 98, c'est celui-là en haut à droite, là, et puis le grain 918, voilà, mais bon, comme deux exemples de ce qui se passe de manière classique dans le matériau. Vous voyez donc la distance au joint de grain ici, donc normalisée par la taille du grain. Par exemple, dans le grain 98, finalement, on voit que la distance au joint, il ne se passe pas grand-chose, on ne peut pas trop dire. Donc chaque point représente un voxel dans le grain en question. On voit qu'il n'y a pas tellement plus d'hétérogénéité au niveau du joint de grain qui est à gauche, là, par rapport au centre du grain. Alors dans le grain 918, c'est à peu près pareil, parce que quand on trace, on a l'impression que c'est plus hétérogène au niveau du joint de grain, ici, là, à gauche. Mais en fait, quand on trace les distributions, ce n'est pas évident. Voilà, simplement, comme il y a plus de points au niveau du proche du joint de grain, finalement, on a plus d'éléments extrêmes ici. Voilà, la seule chose qu'on a réussi à trouver de là, c'est que, enfin, tirer comme conclusion, c'est que finalement, les fortes contraintes apparaissent en général proche des joints de grain. Voilà. Voilà, quand il y a une forte contrainte, les plus fortes contraintes sont au niveau des joints de grain, mais il n'y a pas forcément tellement plus d'hétérogénéité au niveau des joints de grain. Voilà, donc après, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe dans d'autres matériaux. Donc, on a retrouvé une référence de Georges Kaito en 2003 là, avec ses collègues. Alors, ça, c'est dans de l'Inconel 600. Donc, c'est un alliage base nickel. Et donc, là, ça avait l'air beaucoup plus. Donc, là, tracé la même chose. Hein, on a tracé la même chose que lui. Donc, là, c'est la contrainte axiale en fonction de la distance au joint. On a ça contrainte équivalente. Mais on voit par contre là qu'il y a plus, franchement, une influence de la distance. On voit qu'il y a donc une plus forte hétérogénéité proche du joint de grain que loin. Et puis, on avait aussi fait un travail dans la glace. Donc, la glace, c'est une structure hexagonale qui est aussi très anisotrope. Alors là, c'est l'effet de la. Donc là, c'est sur la distribution sur les déformations équivalentes, pas les contraintes. Et on voyait quand même clairement une hétérogénéité qui était clairement plus marquée qu'au niveau des joints de grain par rapport à loin des joints de grain. Voilà, donc on n'est pas allé tellement plus loin, mais il nous semble que s'il y a peut-être un effet de la structure cristalline, du comportement local, et que cet effet-là, il y aurait certainement matière à creuser pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Ça n'a pas l'air évident en tout cas. Voilà. Donc après, on a regardé un peu quelles étaient les distributions de contraintes et de vitesse d'information dans le monde des grains de manière un peu plus globale. Et donc, on a regardé qu'est-ce qui se passait dans une microstructure. Donc, on a repris nos deux grains, 98 et 918. Voilà. Donc là, ça distribue la probabilité de densité de la contrainte, normalisée par la contrainte équivalente macroscopique. Donc, vous avez deux grains, vous voyez deux distributions complètement différentes. Le bleu, là, qui est très étalé. Le orange, là, qui est très resserré. Ensuite, on a regardé, finalement, ces grains. Donc, ces deux grains qui ont deux orientations données. Donc, à gauche, c'est quand on les regarde dans une microstructure donnée. Et à droite, on a regardé les mêmes grains, les mêmes orientations, mais lorsqu'on les met dans plein de microstructures différentes. Donc, on a regardé les distributions moyennes dans 20 microstructures. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, donc la distribution moyenne de contraintes dans le grain qui a l'orientation orange, là, voilà, dans 20 microstructures, est quand même bien différente de ce qu'on observe dans une seule microstructure. Et pareil pour la bleue, on voit que pour la bleue, sur la gauche, on a une moyenne, par exemple, qui est autour de 3. Tandis que quand on fait la moyenne sur la microstructure, la moyenne serait plutôt autour de 1,5, 2. Donc voilà, il y a quand même une influence du voisinage des grains sur leur déformation. Et donc après, on a regardé de manière plus générale. On a tracé ici, enfin Catel a tracé donc, en fonction du nombre de l'index du grain, le numéro du grain en bas. Les points rouges, donc si vous prenez un grain, c'est une orientation cristallographique, on le 400. Chaque point rouge, en fait, c'est la contrainte équivalente moyenne dans ce grain pour une réalisation aléatoire. Et le point bleu, parce que voilà, le point bleu, ça serait la moyenne
sur 20 microstructures aléatoires. Et donc, vous voyez que vous avez des dispersions qui sont assez significatives. Et finalement, c'est-à-dire que voilà, la localisation de ce grain-là dans une microstructure particulière en fait, a un gros effet sur les champs de contraintes dans les grains. Donc ça s'appelle voilà, certaines précautions à prendre, parce qu'on fait notamment des observations en mètres, on regarde un tout petit nombre de grains, et donc, le caractère statistique en fait, de l'observation doit être questionné. Donc voilà, ça sur les contraintes moyennes, on observe la même chose quand on regarde la largeur des distributions, donc qui caractérise l'écart type des distributions des contraintes. On voit qu'il y a une forte influence en fait, du voisinage sur ce qui se passe dans les grains. Voilà, donc juste encore quelques transparents pour aller vers des modèles en champ moyen. Donc voilà, donc on voit qu'avec ces modèles en champ complet type FFT, on a d'excellents résultats sur le comportement effectif, puis on arrive à voir un peu ce qui se passe dans les matériaux. À terme, ce qui est important pour l'aspect géophysique, en fait, c'est d'arriver à reproduire des écoulements et des microstructures in situ dans la Terre. Donc on va changer d'échelle de temps, on a une échelle de temps de l'ordre de la million d'années. Donc là, c'est le schéma en haut à droite, là c'est une dorsale océanique, hein, avec deux plaques océaniques qui vont se séparer. Et puis le manteau en dessous, en fait, il va avoir un mouvement donc de remonter comme ça, puis après, le manteau va remonter, puis aller vers la droite ou vers la gauche, comme ça, va se séparer. Voilà. Donc, on avait fait des calculs avec une collègue à l'UCSD, à San Diego, là, il y a quelques temps, où on avait modélisé par élément fini, donc la moitié de cet écoulement-là. Et puis, on avait essayé de voir en fait, quelles étaient les évolutions microstructurales à partir de codes en champ moyen potentiels donc sous la Terre, là, avec un couplage. Voilà. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est les modèles qu'on utilise en fait, pour essayer de reproduire la rhéologie des matériaux, déjà, sans évolution macrostructurale, lorsqu'on a des très fortes anisotropies et très fortes non-linéarités. Voilà, donc l'intérêt pour ça, il faut avoir des codes en fait, qui marchent beaucoup plus vite que la FFT. On ne peut pas faire ça par FFT, donc il faut aller vers des approches statistiques. Donc l'homogénéisation en champ moyen. Donc pour ça, on se place sur des microstructures statistiques qui vont être. Donc on va prendre des microstructures. Pour les polycristaux, il y a l'aspect aléatoire qui est vraiment important. Et pour aller vite, en fait, on ne va plus estimer les champs complets, mais on va se limiter à des champs moyens par phase, par orientation cristallographique. Et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, si on reprend l'exemple de la thermoélasticité, comme tout à l'heure, juste pour illustrer la démarche, en fait. Donc, si on a une loi de déformation, une loi de constitutive thermoélastique avec une souplesse élastique S et puis une déformation libre epsilon 0. Et donc, ce qui est important dans ces méthodes-là, c'est qu'en thermoélasticité, on a une souplesse élastique qui ne dépend que de l'orientation du grain. Et donc, elle est homogène dans le grain. Et pareil, la epsilon 0 sera une déformation de type thermique. Et donc, liée associée au tenseur de dilatation, donc qui va être homogène par grain. Voilà, donc quand on a ces deux quantités homogènes par grain, en fait, donc la loi constitutive s'écrit comme ça, là. En fait, il y a une solution exacte en fait, qui dit que donc, la loi constitutive effective, donc à l'échelle du polycristal, s'écrit comme ça, avec le tenseur effectif ici, qui sont donnés par ces moyennes volumiques, là, SB et epsilon 0B, où B, c'est le tenseur de localisation des contraintes. En gros, c'est le rapport entre les contraintes locales et les contraintes effectives. Voilà. Donc ça, c'est très efficace et à calculer, parce qu'en fait, il suffit de calculer la moyenne du tenseur de localisation dans chaque grain, et non plus calculer la contrainte dans chaque point du grain. Et donc, pour calculer B, dans les schémas pour les polycristaux, en général, on utilise le schéma autocohérent donc de Kroner, dans lequel, en fait, ce tenseur B est calculé en utilisant le concept de l'inclusion des Chebyshev, donc une inclusion ellipsoïdale dans un milieu infini. Voilà, il se trouve que ce modèle donne de très bons résultats sur les polycristaux. Et une fois qu'on a ça, on peut calculer les contraintes moyennes par grain. Donc R, c'est la phase, le grain. Voilà. Et aussi le carré, le moyenne du carré des contraintes. Donc, à partir desquelles on peut calculer l'écart type sur ces contraintes. Voilà, alors ça, c'est en élasticité, ça, c'est assez simple. Alors, ce qui se passe en plasticité, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on a des comportements qui sont plus du tout linéaires, mais qui sont non linéaires. Donc, le S ici va dépendre aussi des contraintes. Donc, on est comme ça. Donc, si on est j'ai repris un transparent de Pierre Suquet. Là, donc, on a une microstructure comme ça, donc pour illustrer sur deux phases, avec donc une phase, mettons, un peu rigide. Ici, ça serait les inclusions. Une phase plus souple qui serait la matrice ici. Quand on va déformer cette structure, en fait, on a des champs de déformation qui vont être très hétérogènes. Et si on regarde ce qui se passe dans la matrice, par exemple, il y a des endroits où la déformation est faible, des endroits où la déformation est maximale. Donc, sur la courbe locale contrainte de déformation, on va se situer à des endroits différents. Voilà. Et donc, pour homogénéiser, ce qu'on va être obligé de faire, c'est d'essayer de trouver un milieu linéaire de comparaison. Donc, c'est-à-dire du comportement linéarisé, en fait, voilà, linéaire,
qui reproduisent au mieux en fait, le fait que dans les phases, on a des champs hétérogènes. Donc, on va essayer, donc, on va remplacer ce milieu-là par un milieu donc, qui a des rigidités homogènes par phase. Donc, on aura un rouge et un bleu. Voilà. Et la difficulté, c'est de trouver ce milieu-là, tel que qui a la même microstructure que le milieu initial, mais tel que les propriétés effectives en fait, s'approchent le plus possible du milieu non linéaire. Donc, c'est ça la complication. C'est pour ça, dans la littérature, vous avez pléthore de modèles type autocohérents en fait, depuis les années 70, parce qu'en fait, c'est vraiment un problème compliqué. Et donc, ce qu'a fait vraiment bien Pedro Ponte Castaneda, c'est depuis quelques années, Pierre Suquet aussi, et puis d'autres, c'est de développer des modèles sur des approches variationnelles. Et donc, il y a une dernière version là, qui est vraiment très bien, qui est publiée en 2018 là, dans IJP. Donc, il appelle Fully Optimized Second Order Linear Regression. Donc, dans le sens fully optimized, c'est-à-dire qu'il a réussi à optimiser au mieux, disons, son approche variationnelle. Et donc, de manière très schématique, derrière les papiers un peu compliqués, mais de manière schématique, en fait, c'est comme ça, quand on a une phase ici viscoplastique, donc je repasse en viscoplasticité, avec notre comportement local à l'échelle des systèmes de glissement. Donc, on voit qu'il y a une certaine distribution de scission résolue sur les grains, voilà, dans celle-là. On sait que la distribution du fait de la non-linéarité, la distribution de scission de vitesse de glissement sur le système aura une forme différente de celle de la distribution des contraintes. Mais de la distribution des contraintes, on peut en tirer la moyenne et l'écart type. Et donc, il a montré que la linéarisation optimale, en fait, c'est de la droite bleue ici, donc il passe par l'intersection ici entre donc, la moyenne moins un écart type, la moyenne plus un écart type. C'est ça. Donc évidemment, l'écart type, on ne le connaît pas au départ, mais en fait, on peut le calculer avec notre schéma ici. Donc il y a pas mal d'itérations donc au final, pour arriver à trouver l'écart type et la moyenne des contraintes par phase, puis on linéarise, etc., pour obtenir à la fin un comportement effectif, voilà, que ça converge. Et donc, alors évidemment, donc ça c'est beaucoup plus rapide. Sur la Wadslit, malgré la non-linéarité et l'anisotropie, on arrive à des temps de calcul qui sont de l'ordre de 30 secondes, 1 minute sur mon petit laptop. Là, donc c'est vraiment avec un code pas paralysé spécialement. Voilà, donc c'est vraiment très efficace. Et quand on regarde quand on regarde le comportement effectif, c'est mon dernier transparent, ben voilà ce qu'on obtient. Donc on voit un comportement effectif qui est très proche de ce qu'on obtient par FFT. Donc c'est quand même un peu un challenge. Vous avez ici donc la valeur FFT, là dans le tableau, ce qu'on obtient avec le modèle autocohérent fully optimized. Là. Alors, non seulement pour le comportement effectif, mais aussi pour les statistiques sur les distributions de champs, donc l'écart type sur les contraintes équivalentes. Donc, vous voyez, on passe de 1,59 à 1,75. Et l'écart type sur les vitesses de déformation. Donc 1,49, c'est la référence FFT, puis on a 1,24, nous, avec les schémas autocohérents, donc les temps de calcul qui sont nettement améliorés. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais par rapport à toutes les autres techniques d'homogénéisation que j'en ai testé plusieurs, là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en fait, c'est bien meilleur que les autres. En fait. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc je vais passer là. Donc en conclusion, donc, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est à vraiment essayer de faire cette transition d'échelle, et puis des calculs à l'échelle atomistique jusqu'à l'échelle de l'agrégat polycristallin. Donc je pense qu'en sciences de la Terre, on est à peu près les premiers à faire ça. On voit qu'on reproduit très bien, malgré les approximations, finalement, les données expérimentales. Donc, finalement, toutes les choses viennent de l'échelle atomique. On montre que on arrive à déformer correctement des polycristalles de Wadslit avec seulement 4 systèmes de glissement indépendants. On n'est pas 5. Souvent, dans la littérature, on trouve qu'il en faut 5, mais en fait, 4 suffisent. On montre qu'il y a un très fort impact en fait, des effets de voisinage dans la déformation des grains. Que l'approche second ordre de Ponte Castaneda 2018 donne de très bons résultats par rapport au calcul de référence par FFT, malgré l'anisotropie et la non-linéarité. Et donc après, se pose la question de l'extrapolation à l'in situ. Donc il faut extrapoler de 10 ordres de grandeur en termes de vitesse de déformation. Donc là, certainement, il faut faire intervenir des mécanismes de diffusion. Finalement, ça rejoint un peu. La montée, apparemment, a l'air d'être assez importante. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Voilà, et donc ça on a publié, donc il y a un compte rendu de mécanique en fait qui va sortir, je pense au début de 2020, qu'on a fait à l'honneur de Pierre Gilormini, donc vous verrez, tous les résultats sont dedans. Voilà, je vous remercie.